Super. Donc on a construit un PowerPoint à quatre mains avec Daniel Orbach, qui n'a pas pu se présenter aujourd'hui, et qui s'en excuse. Je vais essayer de porter la bonne parole. Et comme j'interviens le dernier, j'ai la chance de pouvoir aller très vite sur un certain nombre de diapos, puisque pas mal de sujets ont déjà été abordés par les orateurs précédents. Notamment sur la première partie, les généralités, l'épidémiologie. Hervé a déjà brossé l'essentiel du tableau. Concernant la démarche diagnostique, on va revenir sur la seule diapo intelligente de Paul Fresneau, et vous verrez que ce sera à peu près la même chose. Et ensuite, on va assez rapidement passer à la philosophie des traitements en essayant de distinguer ces deux grands champs basés sur pas grand-chose de très comment dire, solide sur le plan scientifique. Le monde des radiomyosarcomes opposé, entre guillemets, au monde des Ewing et Ewing-like. Et enfin, et assez rapidement, on passera peut-être un peu plus de temps sur les vignettes cliniques qui me semblent être plus intéressantes. Donc l'épidémio, Hervé Brice a tout dit. D'abord, la prévalence des sarcomes des tissus mous avant l'incidence est donc 6,5% à peu près de tous les cancers de l'enfant. Donc c'est des maladies rares, puisque ça donne, vous voyez, j'ai la souris là, si je l'ai, une incidence d'environ 10 pour 1 million, donc 1 pour 100 000, donc vraiment dans les maladies quand même grosso modo extrêmement rares. Les chiffres qui ont été déjà donnés, dans les sarcomes des tissus mous, 60% de rhabdomyosarcome, 40% de non-rhabdomyosarcome, ce qu'on appelle les NRSTS pour l'acronyme anglais, dans lequel on va mettre le groupe des Ewing-like sur lesquels on reviendra un peu après. Et vous avez les chiffres que vous avez dû discuter, je pense, hier, pour les ostéos versus sarcomes d'Ewing osseux. Je ne vais pas à nouveau pour redire ce que a dit Hervé et Paul sur les NRSTS. Donc c'est un grand groupe de plein de maladies très différentes qui sont saucissonnées avec, vous voyez, des sous-types où il n'y en a pas vraiment un dominant, si ce n'est les synoviales qu'on voit en pédiatrie assez rarement, à vrai dire, puisqu'ils sont AJA et AJA+, et qui sont assez souvent pris en charge par des collègues adultes. Et les tumeurs desmoïdes, là pour le coup on en a pas mal en pédiatrie, mais j'en parle pas ici puisque vous avez deux topos dédiés cet après-midi. Dans ce sous-groupe quand même, ce qu'on voit, c'est qu'il y a donc des Ewing, des sarcomes des tissus mous, et à quel maintenant on raccroche des sarcomes indifférenciés, des sarcomes NOS, voilà, et qui sont rapprochés sur des éléments de biologie moléculaire aux Ewing. Et on appelait ça maintenant, il y a quelques années encore, les Ewing-like. Maintenant, vous verrez qu'avec les nouvelles techniques de biologie moléculaire qui sont encore plus poussées, on n'a probablement plus le droit parce que finalement, on ne sait pas sûr qu'elles soient si proches que ça des Ewing. Mais à l'épreuve des faits aujourd'hui, on les traite de la même façon que des Ewing. Donc c'est pour ça qu'on peut encore, je pense, sur le plan clinique, parler de groupes Ewing-like au quotidien. Cette fameuse diapo qui vous rappelle qu'en pédiatrie, effectivement, la grande différence, c'est qu'il faut... Enfin, la grande différence. En tout cas, l'âge est important. Paul a énormément insisté là-dessus. Les tout petits tumeurs rhabdoïdes, rhabdomyosarcome, fibrosarcome infantile, donc les moins de 2 ans, les nourrissons. Et ensuite, chez l'enfant, on a essentiellement des rhabdomyosarcomes ou des sarcomes indifférenciés de la famille la famille Ewing-like. Et ensuite, chez les AJA, on retrouve des diagnostics adultes qui ont une queue du côté des AJA, avec quand même un diagnostic très AJA, qui est la tumeur desmosoïdique à petites cellules rondes, dont on a parlé aussi un peu plus tôt. Mais on retrouve donc des MPNST, des fibrosarcomes, des synovialosarcomes chez les AJA. Les leiomyosarcomes, on les a surtout en contexte génétique spécifique, sur des terrains TP53. Donc ça, c'est un autre aspect de la pédiatrie, où comme on a assez peu de maladies d'origine, on va dire, environnementale, le contexte génétique est très très important. Et donc, quand on a des maladies ésotériques en pédiatrie ou chez les AJA, en général, il y a un terrain génétique sous-jacent. On en reparlera, c'est une animation qui n'est pas nécessaire. Donc on va rentrer. Donc la démarche diagnostique, le mode de révélation c'est à peu près évident, c'est pareil en pédiatrie comme en adulte, c'est soit un syndrome de masse qu'on voit, soit il y a des symptômes liés à une obstruction d'organes dont on a beaucoup parlé avec le professeur Sarnaki, puisque le cas le plus typique est une obstruction de la vessie ou du vagin chez la jeune fille, et
des révélations par des métastases qui, en général, sont des dossiers qui sont qui sont plus difficiles. C'est-à-dire plus difficiles, c'est-à-dire plus problématiques, parce que du coup, on y vient tard, et quand on n'a pas le primitif d'emblée. Alors, des exemples de syndrome tumoraux, avec des photos que je vous montre, c'est un peu tendancieux, parce que souvent, elles arrivent avant ça, et avant qu'on ait des progressions de ce type-là, et on n'a plus beaucoup de cas comme ça au diagnostic. Là, c'est pour vous donner des exemples. Les Sic-Dux4, ce sont des sarcomes de la famille du sous-groupe des Ewing-like, les Becker aussi, la MPNST dans le cadre d'une NF1, donc ça c'est plus facile, parce qu'en général on sait que les patients sont NF1, et donc on sait souvent qu'il y a des neurofibromes quand les patients sont correctement suivis. Et donc vous avez là des exemples très caractéristiques et emblématiques, à nouveau un peu caricaturaux certainement, tumeurs rhabdoïdes, un fibrosarcome infantile, les tumeurs desmoïdes et des sarcomes en bas. Je vous remets le cas qu'a présenté à la fois Hervé et professeur Sarnecki sur le RMS embryonnaire bifocal, avec la lésion qui est extériorisée au niveau de la vulve, et qui avait une lésion plus haut au niveau de la vessie. Les syndromes tumoraux avec des blocages d'organes, je n'en parle pas, puisque là c'est juste pour vous montrer les images de rhabdomyosarcomes prostatiques et vaginaux. Et on retrouve parfois donc là c'est un exemple de métastase au niveau cervical d'un rhabdomyosarcome alvéolaire au niveau de la jambe. Donc là ça s'est révélé par une tétraparésie. Cet enfant a été tétraparétique, et c'est comme ça qu'il est arrivé aux urgences, et on a révélé ensuite une masse qui était tout à fait modeste au niveau de la jambe. Et pour le RMS alvéolaire au niveau du pied, il y avait des troubles digestifs apparemment, même si là la métastase ne paraît pas très grande. Je n'ai pas connu personnellement ce dossier. Et ce n'est que très secondairement qu'a été vu plus tard, lorsque le patient n'arrivait plus à chausser ses chaussures, qu'en fait il y avait une boule au niveau du pied. Donc ça c'est un petit peu peut-être un marronnier des cliniciens, mais quand on a un sarcome, en tout cas chez l'enfant, et qu'on suspecte un rhabdomyosarcome, de toujours bien examiner les membres, surtout dans les formes alvéolaires, parce que c'est très classique d'avoir un primitif tout petit et une métastase très grosse et très problématique. Donc ça c'est quelque chose de... Et c'est aussi pour ça que quand on fait un TEP, de sarcome, on fait un TEP corps entier du haut jusqu'en bas, et non pas uniquement comme les TEP de lymphome, où en général on s'arrête au niveau de la mi-cuisse, enfin on prend le tronc, quoi, et on prend pas là. Ça c'est hyper important quand on n'est pas dans des centres experts, que les TEP soient faits correctement, enfin avec des protocoles adaptés. Donc voilà, tout ça, ça vous illustre le fait qu'il y a beaucoup de portes d'entrée possibles, et nous on est appelés quotidiennement pour des avis extérieurs, et ça soit des dermatologues, soit des urgences, soit des chirurgiens, soit des pédiatres, soit des familles elles-mêmes qui nous appellent pour dire en gros il y a une boule quelque part, et qu'est-ce qu'on fait. Je cite ici, là, cette diapo, le but c'était d'avoir une sorte de quiz. Quelle est à votre avis quels sont les cancers, quelles sont les tumeurs bénignes? Donc évidemment la réponse est que c'est impossible à savoir là-dessus, et de fait la réponse est la suivante. Là vous avez fourni par nos collègues dermatologues à Necker des photos d'enfants qui ont des affections dermatologiques tout à fait classiques. Le riche est peut-être le plus impressionnant ici, donc ça veut dire c'est des hémangiomes rapidement involutifs qui n'ont besoin de rien si ce n'est de les surveiller, donc c'est pas évident, et surtout de ne pas sans besoin de biopsie, sans besoin de prélèvement. Et les autres cas sont des cas de cancer. La première photo, c'est un patient qui est né avec cette lésion, et parce qu'il était métastatique, multimétastatique, n'a pas été traité du tout, donc c'est un traitement palliatif d'emblée. Et vous avez un exemple donc de sarcome d'Ewing nucal que Hervé, je crois, a déjà montré, et une tumeur rhabdoïde de membre très classique. On reverra un cas clinique là-dessus. Donc ça c'est le premier message en pédiatrie, c'est qu'on a des boules, comment on fait pour s'en sortir avec ces boules. Le message qu'a bien passé Hervé et Paul, c'est on ne fait pas de boulectomie. Je pense que cette règle vaut aussi chez les adultes, je ne vois pas très bien pourquoi elle ne serait pas la même, à vrai dire, chez les adultes. Et donc ça a été un peu étudié avec l'expérience de Curie, mais je pense que l'expérience a été faite ailleurs, via le parcours custom qu'a décrit Hervé. Je vais aller vite, mais donc dans ce papier, c'est assez des vieilles données. Hervé vous a montré des données plus récentes.
mais c'est intéressant de comparer les vieilles données et les données plus récentes, parce que là, il y a 161 patients et qui avaient des boules et qui ont été adressés à Curie. Et sur ces 161 patients, il y a tous les diagnostics qui sont repérés ici, mais vous voyez qu'il y avait 44% de diagnostics malins. Et donc on se dit, c'est extraordinaire le nombre de boules de cancer qu'il y a chez l'enfant, puisque sur 161 patients adressés, il y en a quand même près de la moitié. À vrai dire, avec la popularisation du parcours custom ici à Curie, maintenant sont adressés plus rapidement, plus facilement des boules, et donc on a plus de boules, donc on a plus de formes bénignes. Donc je pense que ce chiffre de 40% diminue, c'est ce qu'a montré Hervé sur les dernières données, parce que je crois que tu étais autour dans les 30%. Et il y a quand même un énorme biais, il y a toutes les boules qu'on ne voit pas, c'est-à-dire celles qui sont quand même traitées par des dermatologues qui font le diagnostic et qui savent qu'il faut surveiller, et donc qui les adressent à personne. C'est pour ça qu'il y a un chiffre qui traîne dans la littérature que n'aime pas manifestement Hervé, qui est de 1% de risque de tumeur mésenchyméateuse. Donc on dire que sur toutes les boules, il n'y aurait que 1%. À vrai dire, c'est invérifiable, on n'a pas les moyens statistiques de trouver ce chiffre, puisqu'il n'y a pas d'études systématiques de toute la prévalence des boules en pédiatrie, des boules diagnostiquées en pédiatrie. Le parcours custom, vous avez compris, donc ça c'était un des points très importants qui a été mis en place ici, c'est vraiment avec ce suivi graduel entre la clinique, ensuite l'imagerie, le radiologue décide si oui ou non il peut s'en sortir sans prélèvement, puis RCP. Quand on ne fait pas ça, il a été montré dans un papier récent aussi, que quand on ne fait pas ça, quand on n'a pas des 5 critères de qualité, en grosso modo les 5 critères de qualité du parcours custom, mais voilà, c'est-à-dire ils sont marqués sur le côté gauche. Oui, gauche. Les 5 critères de qualité de ce parcours, c'est qu'il faut une imagerie avant la biopsie, une biopsie avant le traitement, qu'il y ait une RCP et qu'il y ait une analyse moléculaire. Le 5e, là ça fait 4, et le 5e, c'est que la chirurgie ait lieu dans un centre de référence ou un centre entraîné. Quand on ne fait pas ça, vous voyez, quand il n'y a que 4 critères au lieu de 5, le risque de rechute est plus important. Ça, c'est basé sur une expérience, une cohorte relativement limitée à Curie, c'est pour ça que le chiffre, la statistique est à limite, à vrai dire, mais il y a quand même une nette tendance à avoir plus de rechutes si on n'a pas ces 5 critères de qualité, qui sont les 5 critères de qualité désormais validés dans le parcours custom, mais à nouveau qui probablement sont présents dans tous les centres de référence. Le deuxième aspect très important en pédiatrie, à nouveau probablement proche de ce qui se passe désormais en adulte, mais comme il y a plus de monde, c'est peut-être moins, enfin plus de patients, c'est peut-être moins évident. En pédiatrie, le maillage des centres de référence est très clairement identifié via la SFCE, en particulier pour les sarcomes des parties molles avec le comité MMT. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle les choses doivent bien se passer en France, parce que quand il y a une boule à Orléans, où vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose en termes de centre SFCE, il doit être adressé pour avoir accès à une RCP et dans le bon temps à un centre FCCE, et c'est, je pense, opposable au médecin. C'est la responsabilité du médecin de le faire. Donc ça, c'est un second filet de sécurité avec ce maillage assez important. Ceci étant, ce n'est pas du tout parfait, puisque parfois, vous voyez qu'il y a 4 centres manifestement SFCE en Ile-de-France, et il y a des boulectomies à Paris intramuros, ça, tout le temps. Et je veux dire, avec des effets délétères ensuite pour le patient. Donc ça ne marche pas encore complètement à 100%. La démarche diagnostique, c'est la seule diapo intelligente de Paul Fresneau, donc je vous la remontre. La clinique, l'âge en particulier. Dans les sarcomes, vous savez que les marqueurs sanguins, en gros, il n'y en a pas. L'imagerie, vous en avez évidemment. Alors la modalité d'imagerie est discutée avec le radiologue, c'est pour ça qu'il faut les appeler très vite pour savoir quelle imagerie est la meilleure. Et ce qui manque fatalement là, sur cette diapo, c'est qu'entre l'imagerie et le prélèvement, la plupart du temps, c'est bien qu'il y ait la RCP à cet endroit-là, plutôt que la RCP après le prélèvement, parce que le trajet de biopsie peut être une question, qui peut être une question au radiologue ou au chirurgien selon le type de tumeur. Donc la RCP, c'est bien qu'elle soit après l'imagerie. Voilà, donc ça c'est le... Ensuite les prélèvements, évidemment, les prélèvements nous permettent de faire tout le reste. Alors excusez-moi, il y a des photos qui s'affichent.
Les prélèvements, ils sont faits historiquement beaucoup plus par les chirurgiens que par les radiologues. Et puis évidemment, c'est des techniques de radiologie dites interventionnelles qui se mettent en place et qui sont avec des critères de sécurité et des matériels qui sont particulièrement efficaces. Donc les radiologues peuvent en faire de plus en plus, mais il faut qu'ils soient entraînés. Donc tous les centres ne le font pas. Et là, notamment, j'ai mis du côté chirurgien l'orbite et l'ORL. En fait, aujourd'hui, dans les centres entraînés, des prélèvements orbitaires et ORL peuvent être très bien réalisés par les radiologues, mais ça, c'est en général des discussions entre les radiologues et les chirurgiens pour les cas un peu limites. Et ça se passe très bien, c'est d'où l'intérêt aussi des RCP avant prélèvement parfois. Le but, c'est d'obtenir des carottes. Plus il y en a, mieux c'est, parce que principalement, l'anapate n'est pas si consommatrice que ça, mais la biomol peut l'être énormément. Donc maintenant, on fait de l'anapate avec de l'immunohisto, et puis on fait de la biomol avec la cytogénétique et de la biologie moléculaire, et on va en discuter juste après. Évidemment, il est très important d'en garder au congélateur, donc du biobanking quasiment systématique, mais maintenant c'est quelque chose de systématique. Et ce qui est important aussi, avec l'accord des patients et les consentements, ce qu'on fait dans tous les centres SFCE, c'est évidemment de demander l'accord aux parents pour que soit utilisé un certain nombre de ces carottes pour des prélèvements de recherche. À vrai dire, ça fait partie du dernier quart d'heure de la consultation quasiment pour chaque nouveau patient, donc ça prend beaucoup de temps à expliquer aux parents. C'est pas forcément toujours l'enjeu pour eux, et en fait c'est quand même très important pour faire avancer les choses. Et on fait des techniques après PDX single cell, ça n'en parlerai pas évidemment aujourd'hui. Ça, j'en parle pas puisque Paul est passé assez vite sur les histologies des RMS. C'est pour vous dire, l'histologie, ça permet de distinguer historiquement les RMS, les rhabdomyosarcomes embryonnaires et alvéolaires. De fait, donc, grosso modo, c'est des cancers à petites cellules rondes et bleues, comme tous les cancers embryonnaires. Les alvéolaires, vous voyez les alvéoles, et par contre dans les RMS de type embryonnaire ou embryonnaire-like, il y a les botryoïdes et les cellules fusiformes qui ont un aspect différent. Voilà. Donc historiquement, ça permettait de distinguer les deux avec l'idée que les alvéolaires ont un pronostic défavorable. De nos jours, c'est plus nuancé puisqu'on va se baser pour le pronostic sur le transcrit plutôt que le type histologique. On va voir ça juste après. La démarche dans le diagnostic, la démarche inclut maintenant obligatoirement une étape de cytogénétique et de biologie moléculaire. Moi aussi, j'ai laissé la cytogénétique, pas uniquement pour faire plaisir à Paul Fresneau, mais parce qu'on utilise encore quand même beaucoup le FISH, parce qu'on a le résultat en 48 heures, alors qu'en biologie moléculaire, les délais sont encore probablement inadaptés dans un certain nombre de cas pour les attendre. Là, ça donne trois types d'informations. Une information diagnostique, et un sarcome, on cherche surtout des transcrits, c'est pas le cas de toutes les maladies, mais là c'est le cas des sarcomes, donc c'est principalement le RNA sec. On peut faire un peu de NGS, mais on a l'NGS, donc des panels de gènes à la recherche plutôt de mutations, mais dans les sarcomes, c'est pas ce qu'on cherche beaucoup, ça peut nous aider par ailleurs pour des syndromes de prédisposition par ailleurs, mais donc on fait surtout du RNA sec. On retrouve les transcrits, et ça nous permet de faire une technique statistique dite de clustering. On va voir des exemples avec toute la prudence qu'il faut avoir quand on lit ces résultats-là. Le pronostic le plus évident, c'est le rhabdomyosarcome à transcrit versus sans transcrit, et là, il y a vraiment une différence de pronostic majeure. Et le theranostic, c'est l'exemple qu'a montré le professeur Sarnacki, à savoir les fusions NTRK qui permettent de donner de l'arotrectinib avec une efficacité qui est la belle histoire en pédiatrie, en sarcome pédiatrique des dernières années, puisque ça permet de guérir des enfants et avec des séquelles très limitées, voire aucune. Je ne le montre pas ça, c'était juste pour montrer des chromosomes, même si on ne fait plus de karyotype, mais surtout pour dire qu'on continue aussi à faire quand même des CGH arrêts, que vous voyez en haut à gauche, à droite. Et ça nous permet de voir que dans les embryonnaires, il n'y a que des anomalies de nombre de chromosomes principalement, quand il y a des anomalies, et alors qu'il y a des transcrits de fusion dans les alvéolaires qu'on peut repérer sur la CGH arrêt ou sur le karyotype, ou sur le fiche, c'est marqué là, c'est une fiche break-apart, mais il n'y a pas que des fiches break-apart, il y a des fiches aussi qui ne sont pas break-apart, où il faut voir une colocalisation des signaux pour que ce soit positif. Ça a été montré. Et la biologie moléculaire, donc là je vous montre des images de clustering, c'est-à-dire que à l'Institut Curie par exemple, ou dans d'autres centres experts, il n'y en a pas beaucoup qui font ça, c'est Curie ou principalement Lyon, au CLB, pour la pédiatrie au moins.
les cancers sont tous séquencés en RNA-seq quasiment, les sarcomes sont tous séquencés en RNA-seq, et donc ça donne une énorme base de données. Et du coup, on peut placer chacun des points correspondant à un sarcome sur une espèce d'espace en 2 dimensions, les cancers selon leur carte d'identité transcriptomique. Voilà. Donc, ça, c'est la statistique, c'est une méthode qui ressemble à de l'ACP, l'analyse en composantes principales, c'est-à-dire que c'est vraiment, on trouve le meilleur plan pour distinguer tout ça. Et vous voyez qu'en effet, on peut voir que les RMS embryonnaires et alvéolaires, sur la base de leur transcriptome, sont proches. Il y a aussi les VAGL2, les sclérosants dont vous a parlé Paul Fresneau, ils ne sont pas très très loin. Par contre, quand on regarde un peu les Ewing-like, il y en a un peu partout. Il y en a en haut, en bas et au milieu, les SIG-Fused, les WES, et puis ceux qui ont des fusions NFAT-C2. Et puis en bas, c'est les B-corps, en bas à droite. Ce sont les B-corps. Donc ça, c'est quand on regarde le transcriptome. On peut présenter les choses sous la forme de ce qu'on appelle un dendrogramme ou un arbre phylogénétique du transcriptome, et c'est pareil, ça permet de les distinguer, mais pas de les mettre vraiment à côté. Vous voyez qu'à nouveau, les Pax Foxo, donc les embryonnaires, les alvéolaires, les rhabdomyosarcomas transcrits, sont à côté quand même, sont dans la même clade que les embryonnaires, alors que les VAGL2, eux, sont plus loin. Alors, à part de le voir et de s'en rendre compte, ça n'a pas beaucoup d'incidence sur le plan clinique. Sauf ce qu'on va voir. Sauf si on hésite avec autre chose qu'une tumeur mésenchymateuse. Voilà, mais je vais faire le commentaire juste après ça, exactement. Mais bon, les stratégies. Avant de rebondir sur votre commentaire, je vous dis que donc, depuis 2018, non, c'était après ça, pardon, depuis 2020, les collègues allemands qui utilisent une autre technique pour la carte d'identité des tumeurs, ils n'utilisent pas le transcriptome, ils utilisent le méthylome, peu importe pour les détails, ça a un intérêt, c'est que le méthylome peut donner une image plus proche de la cellule d'origine, et une des questions dans les sarcomes qu'on ne va pas aborder ici, c'est de savoir quelle est la cellule d'origine de ces différentes entités. Donc ça peut nous renseigner pour dire s'ils sont plus proches, deux entités sont plus proches, ça veut dire qu'ils ont peut-être la même cellule d'origine. C'est un des intérêts du méthylome. En tout cas, nous, on peut l'utiliser simplement comme un autre type de carte d'identité et refaire cette technique statistique de TSNE ou UMAP, c'est pareil. Et là, on revoit qu'il y a des RMS qui sont alvéolaires ou embryonnaires un peu plus loin. Il y a des myodéens, ceux qui sont à mutation myodé1. Ce n'est pas des transcrits cette fois-ci, c'est une mutation myodé1. Ils sont plutôt à côté des embryonnaires, alors qu'ils ont un pronostic qui ressemble plutôt aux alvéolaires. Mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, est-ce que ça veut dire que leur cellule d'origine est plus proche? C'est pas démontré du tout. Et à nouveau, les D Ewing-like, eux, il y en a un peu partout. Il y a les B-corps en bas, les SIG-Fused au milieu, et en haut, les Ewing. Ce qui se dit aujourd'hui pour le méthylome, en tout cas, c'est que ça ne marche pas très bien pour les sarcomes. C'est-à-dire que maintenant, une fois qu'on a vu toutes ces... le jour où vous allez avoir, je vous ai présenté un cas, un sarcome où on ne sait pas sur le plan histologique ce que c'est, ou sur le plan radiologique, et que les critères d'âge ne sont pas suffisants, on pourrait se dire, c'est génial ce système, on va balancer le RNA-seq, et on va voir où le point va, et en fonction de où le point se trouve, on va dire, c'est un rhabdomyosarcome alvéolaire. Et c'est pour ça que je disais au début, il faut être un peu prudent, parce qu'il y a pas mal d'erreurs possibles. Voilà, et ce n'est pas un argument qui est aujourd'hui accepté comme étant suffisant pour dire si c'est uniquement sur la base du RNA-seq. Là, on avait une tumeur médiastinale d'un patient AJA qui, en RNA-seq, est tombé en méthylome, du reste, dans les méduloblastomes. Alors, il a fallu imaginer que peut-être c'était une tumeur germinale dont un contingent avait une différenciation de type méduloblastome. Bon, en fait, on a considéré que c'était complètement aberrant car rien ne collait avec ça. Donc, le système, ce qu'on appelle de classifier, ce système statistique de mettre un cancer là-dedans, n'est pas parfait, et en fait, c'est très logique. Surtout sur les tumeurs rares, comme tout système statistique, plus il y a de maladies dans votre système statistique, plus il va être efficace. Donc les rhabdomyosarcomes, ça va marcher très bien. Par contre, quand c'est des maladies un peu rares, où déjà l'anapathe, il a aucune idée, ça veut dire que vous êtes dans une entité plus rare, et là, dans votre système statistique, vous avez très peu d'étalons, et si vous avez très peu d'étalons, vous avez plus de chances de faire des erreurs, et donc de mal placer ce truc-là. Mais ça veut dire que c'est des techniques qu'il faut faire perdurer, qu'il faut faire rentrer le plus possible dans les bases de données de maladies, de sorte que dans peut-être 60 ans ou moins, on améliore la valeur prédictive positive de ces outils. Aujourd'hui, elle n'est pas reconnue comme étant suffisante, sauf erreur de ma part, mais je veux bien qu'on peut
Voilà, donc ça, c'était l'exemple. Là, on a un enfant de 3 ans, tumeur cervicale, qui, au diagnostic, on lui a fait 2 cures d'IVA, on verra après la chimio qu'on fait, ça n'a pas du tout bougé, du tout. Au diagnostic, l'anapathe avait dit, à la biopsie, la première biopsie, aspect histologique compatible avec un rhabdomyosarcome embryonnaire, mais il y a de la fibrose, des calcifications, c'est atypique. Bon, on a dit, c'est pas grave, c'est un rhabdomyosarcome embryonnaire, on va le traiter comme un rhabdomyosarcome embryonnaire, c'est-à-dire faire des cures d'IVA. Ça n'a pas marché, donc on s'est dit, c'est quand même curieux. C'était une biopsie à l'aiguille, donc parfois on se dit, les biopsies à l'aiguille, c'est vrai que le rendement n'est pas non plus à 100%, on va faire une biopsie chirurgicale. Alors, on a refait une biopsie à l'aiguille d'abord, qui montrait la même chose. Et du coup, on a dit, on va faire une biopsie chirurgicale. Et puis, alors, le chirurgien a trouvé une maladie très dans une gangue, dans une coque. Donc, elle est venue à lui. Il a ouvert et puis la maladie lui est sortie. Donc, il a tout enlevé. Et donc, une XRS qui n'était pas une chirurgie de sarcome. Mais bon, voilà. Donc, et là. Malgré les atypies initiales, il continue à dire que c'est un rhabdomyosarcome, mais qui ne répond pas du tout à la chimio, ce qui n'est pas du tout classique, c'est ce qu'on va voir après. Et là, c'est l'avantage d'avoir toute la maladie, c'est que du coup, on sait qu'il n'y a pas un contingent rhabdomyosarcome un contingent rhabdomyosarcomateux dans une tumeur plus complexe de type germinal ou autre, même si ça n'y ressemblait pas de toute façon sur le plan anapathe. Alors du coup, là, on se dit, on va se faire aider de la biologie moléculaire. La biologie, donc il n'y avait pas de transfusion, évidemment, s'il y avait un PAX3 FOXO1, on aurait dit c'est un alvéolaire, et puis voilà. Il n'y avait pas de mutation myodé1, il n'y a pas de mutation myodé1, et le clustering était aberrant, c'est-à-dire qu'il allait dans un trou noir de la classification, il était tout seul. Juste, j'attire sur votre attention, c'est pas parce que le clustering est aberrant qu'il faut... Parce que quand on fait des biopsies à l'aiguille et qu'on l'envoie en biomol, il n'y a pas de contrôle toujours, de contrôle anapathe avant de l'envoyer en biomol pour être sûr qu'on est dans une zone tumorale. Donc dans ce cas-là, on a revérifié, on a renvoyé du matériel après une empreinte de sorte de pouvoir voir qu'on était bien en zone tumorale pour être sûr que ce qu'on a envoyé au RNA-seq était bien tumoral. Ça, c'est un truc aussi complètement aberrant. Essayer de voir si on peut refaire les examens. Philosophie des traitements. Donc, un peu historiquement, les rhabdomyosarcomes ont été schématiquement séparés en 3 entités basées sur leur chimiosensibilité. Grosso modo, les rhabdomyosarcomes sont attendus pour être hautement chimiosensibles, sauf le cas précédent, mais c'est probablement pas un rhabdomyosarcome classique. Les Ewing-like aussi. Donc, pour cela, on fait de la chimiothérapie. On va voir exactement le protocole, mais chimiothérapie, un traitement local, chimiothérapie adjuvante, plus ou moins radiothérapie en fonction de l'exérèse. Parce qu'ils sont aussi radiosensibles, tellement radiosensibles, Madame Sarnaki vous a quand même montré, pas si évident que ça, je pense il y a plusieurs années, des chirurgies non complètes, non mutilantes et donc non complètes, donc pas des chirurgies de sarcome, pour des rhabdomyosarcomes de bon pronostic, parce qu'on les rattrape très bien avec des techniques de radiothérapie. Enfin, on les traite très bien avec des techniques de radiothérapie. Donc c'est quand même, j'imagine, dans le monde du sarcome, quelque chose d'assez étonnant et peut-être pas accepté par tous. Enfin, novateur, on va dire. Il y a la chimiosensibilité intermédiaire, le synovialo, les fibrosarcomes, les tumeurs rhabdoïdes, et ceux qui sont très faibles, où là on ne teste même pas. Les MPNST, enfin on teste sauf si on n'a pas le choix pour ralentir l'évolution, mais ce sont des chimiothérapies dans ce cadre-là, pour la colonne de droite, qui sont d'emblée palliatives a priori. Oui. Quand le geste local n'est pas possible. La chimiosensibilité, c'est pour l'illustrer. C'est un peu... Voilà. C'est intéressant de voir ce tableau, parce que un des métiers des oncologues, c'est de fabriquer ces tableaux-là, c'est-à-dire de stratifier le risque et d'adapter le traitement au risque. Et donc comme ça, de diminuer les séquelles pour ceux qui sont légers et de taper fort pour les hauts risques. Donc c'est un des exemples les plus aboutis, c'est celui des rhabdomyosarcomes. Je pense d'avoir un tableau avec autant d'entrées pour expliquer que le risque, enfin autant de variables pour expliquer le risque, c'est quand même intéressant. Et donc d'avoir fait des sous-groupes ABCD jusqu'à H. En vrai, les sous-groupes de pronostic, c'est low risk, standard risk, haut risque et très haut risque. Et donc, vous voyez, c'est basé sur tout un tas de choses. Le plus important, c'est l'IRS. Donc, le groupe IRS, c'est en gros la resectabilité chirurgicale, le 4 étant le métastatique. Et sinon, les 1, 2, 3, ce sont des rhabdos locaux.
Avant, c'était le fusion status, avant c'était alvéolaire versus embryonnaire, maintenant c'est uniquement fusion, pas fusion. Donc ça aussi, ça a une valeur très importante. Dès qu'ils sont positifs, vous voyez, on est tout de suite dans le F, G ou H. Donc dès qu'on était historiquement alvéolaire, F, G ou H. Et avant, on avait aussi le bon pronostic de la taille et de l'âge. Entre 1 et 10 ans, c'est mieux qu'après ou avant. Mais ça ne marche que sur les 2 premiers maintenant. La taille, c'est plus 5 cm, moins de 5 cm. Ça aussi, ça a une valeur pronostique qui est devenue plutôt faible. Ainsi que le site. Les sites favorables, ce sont les sites qui sont marqués en dessous, à savoir génito-urinaire, tête et cou, orbite et voie biliaire. Tous les autres, dont les membres en particulier, sont défavorables. Et vous voyez que ça a une valeur pronostique qui devient plus ténue parce que c'est complètement remporté par, grosso modo, le traitement local chirurgical et la biologie moléculaire. Donc ça, c'est très abouti. Alors, qu'est-ce que ça donne là, c'est un papier qui vient de sortir avec les données du protocole RMS 05, donc des données anciennes, mais le protocole d'analyse complète est désormais là. Vous voyez les différents groupes de risques qui sont très bien ordonnés. Donc on se dit que c'est génial et que les oncologues ont bien travaillé puisqu'ils ont réussi à trouver des risques qui correspondent à une probabilité de survie. Donc grosso modo, que leur système statistique dans leur tableau fonctionne. On peut voir les choses à l'envers et se dire que c'est quand même terrible d'avoir renforcé les traitements pour faire puisque là les traitements, on va les voir ensuite, mais du very high risk et du high risk sont beaucoup plus lourds que le low risk, et malgré ça, on n'arrive pas du tout à monter et à rapprocher les survies. Donc on peut se satisfaire de la technique statistique de la stratification du risque. Par contre, en termes de traitement, on n'y est pas du tout. Ça, ce sont des survies globales délocalisées. Donc en fait, il y a tous les métastatiques n'y sont pas l'IRS4, donc le groupe H n'y est pas. Bon, après, il y a de la cuisine, entre guillemets. Il y a historiquement, on utilisait beaucoup de cures VAC qu'on utilise encore beaucoup aux États-Unis. Maintenant, en France, on utilise des cures IVA. Alors d'ailleurs, pour le low risk, il n'y a que des VA, vincristina, actinomycine. Et pour le standard risk, c'est IVA. Il y a 9 cures d'IVA. En général, on fait, comme elles sont chimiosensibles, on commence par une chimiothérapie néoadjuvante. On opère après la 4e cure, sauf quand ils sont métastatiques, où on veut donner plus de chances de contrôler les sites métastatiques, donc on opère à la 7e cure. On finit les 9 cures en adjuvant. On associe un traitement local en fonction de la qualité de l'exérèse et du risque. C'est des discussions de RCP qui ne sont pas forcément toutes très consensuelles. Pour les protocoles, pour les hauts risques et les très hauts risques, il y a un nouveau protocole dont tu vas au moins, je pense, connaître le nom parce qu'il existe, qui s'appelle FAR-RMS. Ça, c'est la structure globale. Il y a un grand nombre de randomisations dedans, mais ce qui est important, c'est que pour le haut risque qui est en bas en rouge, l'IVA est randomisé avec de l'IRIVA. IRIVA, c'est l'irinotecan en plus, à vrai dire. Donc, c'est rajouter une molécule. Et vous voyez qu'il y a une petite barre new. Il y a grosso modo peu de nouvelles molécules dans les radiomyosarcomes et peut-être généralement dans les sarcomes. Et cette petite barre new est pour le moment vide. Peut-être qu'il sera mis le regorafenib mais donc un inhibiteur d'ITK, mais qui n'est pas encore mis en frontline, enfin en première ligne. Et ce qui est important, c'est que dans les hauts risques, il y a un traitement d'entretien et il y aura une randomisation entre 6 mois et 12 mois qui comprend de la navelbine et de l'endoxan. Mais grosso modo, c'est 12 cures en traitement d'induction avec un traitement local après 4 ou 6 cures. Dans le monde des Ewing-like, on utilise le protocole des Ewing osseux, à savoir donc Euro-Ewing ou combinaire pour les sites métastatiques, et donc une alternance de VDC-IE. Le justifier avec des vraies données n'est pas tellement possible, ça marche aussi, donc on le fait. Mais pourquoi il n'y a pas d'argument très fort, si ce n'est de la tradition et l'historique, pour faire dans les Ewing-like quelque chose de différent dans les rhabdomyosarcomes, si ce n'est qu'ils ont été initialement attachés à l'équipe des Ewing par leur proximité, par leur fusion, leur transcription, donc leur origine moléculaire. Il y a aussi des traitements d'entretien qui sont sensiblement différents, mais c'est du détail, dans les Ewing quand ils sont de haut risque. Dont je ne parle pas là, c'est que nous, schématiquement, donc on a les rhabdomyosarcomes, les Ewing-like, et dans les NRSTS, il y a aussi
les synoviales et les sarcomes aussi de type adulte, là on les réfère à nos collègues assez rapidement, ou tout le monde on leur demande des conseils pour le traitement, et il y a les fameuses cures IFO-DOXO qu'on utilise aussi évidemment pour les synovialo-sarcomes, même si ils sont intermédiaires en termes d'efficacité. Donc en conclusion sur ces généralités, ce qui est super important, c'est les bonnes pratiques diagnostiques, les démarches que vous avez décrites Hervé et Paul, et qui a bien insisté là-dessus. Il y a des difficultés diagnostiques avec un apport évident de la biologie moléculaire, mais qui n'est pas encore parfait pour les tumeurs qui sont vraiment inclassées, qu'on a du mal à classer. Donc les outils de biologie moléculaire sont encore en cours de perfection à ce niveau-là. Il y a une stratification du risque qui marche bien, mais qui n'a pas encore de gain évident en termes de mortalité. Alors vous allez me dire, si, parce que les bas risques, les hauts risques, si on ne les traitait pas fortement, ben, ce sera encore plus bas, donc, mais on n'en a pas la preuve, à vrai dire, puisqu'on n'a pas fait l'expérience de les traiter moins fort. Et il y a peu de traitements innovants dans ces techniques. 45 ? Ouais, 45. Alors, 45, on va faire des vignettes cliniques très rapides, parce que c'est intéressant. Je voulais juste, avec un message à chaque vignette clinique. 2 ans, elle a un radiomyosarcome embryonnaire que vous voyez là au niveau de la mastoïde. Il est paraménagé, donc on est au niveau des cises, on passe en haut risque assez rapidement. Il y a une atteinte extradurale au diagnostic, il fait plus de 5 cm. Il y a RS4 parce qu'il était métastatique pulmonaire. On la traite après 3 cures, on ne voit plus rien, il ne reste plus que la petite boule résiduelle là, qui est marquée par le radiologue. On fait la chirurgie après cette cure parce qu'elle est métastatique, une pétrectomie partielle gauche avec une parathélectomie superficielle gauche, bon, un curage cervical parce qu'il y avait des ganglions douteux au diagnostic. Je vous ai passé le TEP, l'histologie montrait qu'il y avait encore des cellules tumorales actives au moment après cette cure quand même, au niveau d'un ganglion et de la peau, bizarrement. Et cette petite, après 8 cures, donc elle était encore au traitement d'induction, elle avait mal à la tête, elle s'est mise à vomir, elle est allée à l'hôpital Necker voir ses chirurgiens, qui nous ont appelés pour dire elle a ma tête, comment ça se fait. Ils ont fait une PL et le LCR retrouvait des cellules anormales, et à savoir le LCR était envahi. Et elle est décédée. Alors du coup c'était le jeudi, elle est arrivée à Curie le samedi, elle est décédée le dimanche. Parce qu'on sait que c'est des choses qui peuvent aller très 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 vite et être assez cataclysmiques, ce qui a été son cas. Donc c'est juste pour là le message, c'est les paraménagés. Les paraménagés, c'est difficile, c'est compliqué, et quand ça rechute, c'est catastrophique. Et quand ça rechute donc c'est vraiment la localisation qu'on n'aime pas du tout dans les RMS, pourtant embryonnaire. Même, alors le métastase pulmonaire, bon, c'est pas du tout ce qui l'a gêné dans son cas, c'est vraiment le contact méningé. Ça, c'est juste une question intéressante et chirurgicale, plutôt orthopédique, mais la même question vaut pour le viscéral. C'est un enfant de 10 ans qui a un RMS alvéolaire avec un transfusion, jambe droite, vous voyez, qui évolue très bien après 3 cures. Il est RS4, alors, donc il est considéré N+, parce qu'il a des métastases ganglionnaires jusqu'en inguinal et je crois peut-être en pelvien, j'ai un doute. Si, iliaque externe droit en tout cas. Donc il est N+, et là la question qui se posait pour ce patient, c'est quel est le traitement local. Donc il y a ça c'est des questions à niveau de RCP longues et passionnées. Est-ce qu'ils ont fait une chirurgie radicale, c'est-à-dire une amputation, une chirurgie conservatrice avec une radiothérapie associée, mais en fait le résultat fonctionnel est catastrophique puisque il y a tous les tendons, les muscles là-dedans qu'il faut enlever, et donc ça fait des pieds qui sont enfin ça fait une marche qui ne sera pas de bonne qualité. Est-ce qu'on fait une radiothérapie exclusive? Sur le plan oncologique, la question se pose vraiment parce qu'on est dans une situation métastatique, ou en tout cas il y en a au-dessus, donc coupé en transtibial alors qu'il y a de la maladie au-dessus, c'est pas quelque chose de tout à fait classique. Et donc on s'est posé la question avec des réponses, je pense, où on n'avait pas la bonne. Donc on s'est aidé de la famille qui a refusé l'amputation, donc ça a été plus vite. Et on se permet de faire une radiothérapie exclusive parce qu'on sait que la réponse à la radiothérapie est suffisamment bonne pour contrôler les maladies. On peut contrôler un radiomyosarcome avec une radiothérapie qui du coup sera plus forte. Et le discours des radiothérapeutes quand on irradie un pied complet, c'est certes il y aura des conséquences fonctionnelles, mais en gros on ne sait pas trop, on verra, ça dépend. Alors que quand on coupe, on sait que c'est très bien quand on coupe une amputation, le résultat fonctionnel d'une amputation est parfait puisque la prothèse ça marche très bien. Mais chez cet enfant avec une famille qui s'est vraiment arc-bouté sur un refus, voilà. Et nous, comme en plus il y avait la maladie au-dessus, et que c'est pas très classique d'amputer un patient quand même qui a de la maladie au-dessus,
Voilà. Alors pour réfléchir, on s'est dit, du coup, quelle est la survie? Parce que c'est vrai que d'amputer un patient qui a une maladie métastatique, alors là je vous montre, en fait là je me suis trompé de courbe. Lui il est N+, donc là c'était délocalisé, mais les N+, les M+ alvéolaires, ils sont à 10% de survie. Donc amputer un patient qui a 10% de survie, sur le plan éthique, ça se discute beaucoup. Et donc en plus quand il y avait un refus de la famille, c'était facile. En fait, quand il est N+, ils sont plutôt entre 40 et 50% de survie. Donc pour nous, il était licite de se poser la question, d'autant plus que le résultat fonctionnel est parfait. Là, le résultat fonctionnel sera peut-être bon, mais peut-être moins bon, et en fait, on n'en sait pas trop. Mais les parents et la famille et l'enfant préfèrent prendre ce risque-là. Très vite, parce que ça a été montré par Madame Sarnaki, et c'était juste très joli pour vous montrer que c'est la belle histoire en pédiatrie des sarcomes tissu mou. Alors, initialement, ça avait été étiqueté TMFI abdominal avec la translocation ETV6 et NTRAC3. Aujourd'hui, on appellera ça plutôt un sarcome différencié avec translocation ETV6 NTRAC3 à la relecture. Donc voilà ce que ça a donné. Mais là, le problème, l'avantage chez ce patient-là, d'ailleurs, le protocole, la retrectinib, donc avant c'était dans un protocole, c'est le protocole LOXO, qui ça va être publié bientôt, Madame Sarnaki doit savoir ça mieux que moi. La chirurgie, l'avantage de ce médicament, c'est de pouvoir ensuite faire une chirurgie, les mettre en R. Là, c'est une chirurgie R1 d'ailleurs chez lui, et on n'a pas fait de traitement adjuvant. Et donc il y a deux options, soit la retrectinib permet de faire une chirurgie R0 ou R1 et ensuite de les surveiller. Soit on ne peut de toute façon pas faire de gestes, et là c'est la grande question des patients qui sont sous la retrectinib, et combien de temps on les laisse sous la retrectinib, et quand est-ce qu'on arrête. Dans les expériences et quelques cas, en général quand on arrête ça repart, et quand on reprend, il n'y a pas d'échappement, contrairement aux chryso, aux anti-TKI, où là il y a plus d'échappement, et il y a des mutations induites qui font que... Et ce patient-là, je pense que c'est un patient à nous. Oui. Ah oui, oui. On l'a opéré en chirurgie mini-invasive, robot assisté, et on ne peut pas être R0 parce que c'est toujours pareil, ça affleurait la tumeur, l'espèce de pseudo-capsule, et donc il n'y a pas de marge. Mais comme je dis toujours, après on est dans le vide. Ouais. Donc c'est un R1 like. Considéré R1 pour être correct. Donc lui, il a parchuté. 1 minute pour lui. C'est le patient qu'a montré professeur Sarnaki aussi, qui... je ne suis pas sûr que vous l'ayez montré. Bon, excusez-moi. En tout cas, c'est intéressant. C'était un sarcome. C'est quand même hyper intéressant parce qu'il est sorti du ventre de sa maman, cet patient, à 0 ans, du coup, avec une suspicion, du coup, avec une masse que vous voyez là, avec un tératome sacro-oxygène. Madame Sarnaki le connaît bien, mais je ne suis pas sûr qu'elle l'ait présenté, excusez-moi. Et avec une AFP positive, donc c'était au diagnostic. Et puis, au bout de quelques semaines de surveillance, en fait, elle a grossi cette masse et l'AFP a diminué. Donc, il y a eu une exérèse. Un type de plutôt exérèse de type tératome sacro-coccygien. Il y a 6 semaines de vie, c'est ça. Donc une exérèse R1, mais c'était voulu, c'était pensé. Et l'extension, au moment de la progression, il y avait une extension au nodule surrénalien, aux glandes surrénales, pardon, au niveau pulmonaire et au niveau subcutané. On a trouvé après la chirurgie, qu'il s'agissait en fait d'un sarcome avec un transcrit YWH1 UTM2B, donc dans la famille des Ewing-like. Et ce patient n'a pas du tout répondu aux 2 cures de VAC. Il a progressé en méningé et en cérébral, et en intracérébral d'ailleurs. Il est décédé à 4 mois, donc c'est allé très très vite. Ça a été foudroyant. Il a été opéré comme un tératome. Comme un. Et c'était un sarcome, mais qui était en fait au moment probablement métastatique à la naissance en fait. Hein. Ouais. Voilà, celui-là je vous le montre pas parce que ça y est, voilà. Et puis c'est pas, voilà, c'est une tumeur rhabdoïde bifocale, poignet et tumeur et au niveau cervical, un peu plus haut, pardon. Il a été traité, il a été opéré, puis il a progressé juste après, mais tout ça, c'est en l'espace de, il est mort en 7 mois de vie, enfin en 7 mois de traitement. Et c'est juste pour vous dire que quand c'est bifocal et très jeune, les tumeurs rhabdoïdes, il faut penser évidemment à la prédisposition génétique, et la prédisposition génétique, c'est une mutation constitutionnelle du gène SMARC-B1, le fameux complexe Swiss-Nif dont vous a parlé Paul.
Donc les prédispositions, j'y reviens pas, Madame Sarnecki aussi en a parlé, dans les RMS, 90% à peu près sont sporadiques, 10% ont une prédisposition génétique, et il y en a d'autres, les tumeurs rhabdoïdes ont aussi une prédisposition génétique dans un certain nombre de cas, plus ils sont jeunes, plus c'est le cas. Et il y a aussi les liposarcomes qu'on voit beaucoup dans le SLF, c'est le lymphoménie, on les voit beaucoup, on en voit dans les lymphoménies, les léiomyosarcomes, on en voit dans les RB1, qui est le gène du rétinoblastome aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est très bien documenté maintenant. Il y a des chiffres partout. Les take-home messages auxquels tient Daniel Orbach sont les suivants. Les sarcomes des enfants sont des maladies rares, donc il faut y penser, parce que les conséquences d'une mauvaise prise en charge diagnostique, même pas avant diagnostic, peuvent être très graves. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez discuter avant toute biopsie des RCP. Et c'est compliqué, juste un truc important, c'est comment gérer quand ils sont aux urgences, l'annonce aux parents, et que tu m'as dit qu'on pense être grave, et donc avant d'envoyer à Curie, il y a marqué prendre, ou ailleurs, à l'IGR ou autre, où il y a marqué prendre le cancer de vitesse, c'est un peu compliqué, et Daniel aime bien que les médecins appellent les pédiatres en centre de référence avant d'aborder les familles. Merci beaucoup.